c'est longtemps après avoir lu le bouquin, donc la veille ou l'avant-veille, je le refeuillette, tu vois, histoire de me le remettre. Ben là, j'ai commencé à le feuilleter, mais j'ai pas pu, je l'ai relu. Moi, je suis particulièrement très heureuse de recevoir Catherine ce soir. Beaucoup d'entre vous le savent, la lecture de ce bouquin a été un véritable choc pour moi, puisque j'ai quand même failli vendre la librairie après l'avoir fini. Donc, voilà, c'est quand même pas rien. Curieusement, j'ai eu énormément de mal à passer le livre à mes chers collègues parce que je voulais absolument le garder que pour moi. Voilà, il m'a fallu un certain temps pour arriver à le prêter et puis voilà, je l'ai prêté, puis on a tout adoré. Pour des raisons différentes aussi, c'est ça qui est très chouette avec ce livre. Et on ne racontera pas que le bateau coule à la fin, on le dit pas. On n'a pas besoin de courir jusqu'en Alaska. Je suis étonnée comme ma vie intéresse les gens tout d'un coup. Et je ne comprends pas, je me suffit d'y aller. Mais je veux dire, les vies chez soi, enfin, en France, il y a autant de... Toute vie est un livre et il suffit de trouver les mots. Et toute vie peut avoir cette richesse, et toute vie peut avoir la passion, ou le feu, ou oui, une puissance. Et tous les hivers, j'avais l'habitude d'aller travailler un peu mes écrits. C'était comme des petites pierres qu'on polit, là, les petits cailloux. Là, Puis je m'étais habituée comme ça. Et un jour à la montagne, mon éleveur me prévient que je vais avoir la visite d'une écrivain qui fait un livre sur la prédation. On est devenus très amis. Et elle m'a demandé de lui donner quelques pages d'écriture que je lui ai envoyées, qu'elle a présentées à Olivier Cohen des éditions d'Olivier. Et rapidement, il m'a donné un contrat. Et bon, ben, j'ai pu venir à bout du premier d'un de mes romans et me consacrer qu'à ça pendant quelques mois. Et ça a été... Catherine, qui es-tu? Je me considère comme une ouvrière, quoi, une femme qui... j'ai toujours voulu être ouvrière dans le monde du travail, parce que j'aimais ça. Je voulais, comme je dis toujours, le monde physique, le monde sensible, le monde... Et à côté, j'aimais écrire. J'ai commencé à voyager très jeune parce que j'étais attirée par l'ailleurs, et puis je voulais découvrir. À 20 ans, on me disait, qu'est-ce que tu fuis? Mais je disais, je fuis rien, je veux aller voir, c'est tout. Une femme m'avait dit, lorsque je suis partie en Asie pour la première fois, j'avais 20 ans, et une femme m'écrit une lettre très moralisatrice, en me disant, Dieu t'a planté sur cette terre, et en France, et tu dois pousser en France. Alors moi je lui ai répondu, il m'a planté sur cette terre, et puis j'ai envie de la voir. Et c'était une curiosité d'aller voir. Enfant, j'aimais monter en haut des poteaux télégraphiques et aller sur les toits, parce que c'était toujours aller voir, oui, aller... je partais toujours, il fallait toujours que j'ai dans ma poche un petit canif de poche et puis une boîte d'allumettes, au cas où je serais tombée dans une grotte préhistorique en allant en classe. Je me disais, un jour je serai aventurière, c'était juste un désir. Et donc, mais j'aimais écrire aussi, mais écrire juste sans vivre, c'était pas possible. Donc j'ai bricolé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait énormément de métiers parce que c'est ça qui était intéressant aussi dans Route, de trouver ça. Et voilà. Ce que tu me disais, c'était cette importance de rencontrer les gens. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc que je trouvais très chouette, c'est on peut voyager comme ça, en passant, comme une goutte d'eau voyage sur une toile cirée. C'est-à-dire, voilà, elle roule et il ne se passe rien. Et toi, ce que tu as toujours cherché à faire, c'est à rentrer dans le tissu. Oui, c'est ça. Et c'est très douloureux parce que je suis d'abord partie en Asie, je pensais que j'allais trouver la vérité, comme en Inde, comme on pense souvent. Et puis j'ai surtout vu beaucoup de misère, j'ai surtout vu que j'étais une blanche qui avait la chance d'être là-bas, donc c'était
je me sentais extrêmement culpabilisée. Et je me dis, elle est où la vérité là-dedans, la grande vérité que je devais trouver là, je ne la trouvais pas. Et oui, ce sentiment que j'étais comme une goutte d'eau là qui glissait sur une toile cirée ou sur une toile huilée, puis pas moyen de... Et c'est des années plus tard, quand j'ai découvert l'Amérique du Nord, que j'ai découvert le bonheur de pouvoir s'intégrer aux gens et de pouvoir travailler et de par le travail justement entrer dans la vie des gens. Et l'aventure était plus réelle. Oui, elle était... Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska. Mais y arriver à quoi bon? J'ai fait mon sac. C'est la nuit. Un jour, je quitte Manosque les plateaux, Manosque les couteaux. C'est février, les bars ne désemplissent pas, la fumée, la bière. Je pars, le bout du monde. Sur la Grande Bleue, vers le cristal et le péril, je pars. Je ne veux plus mourir d'ennui, de bière, d'une balle perdue, de malheur. Je pars. Tu es folle. Il se moque toujours. Toute seule sur des bateaux avec des hordes d'hommes, tu es folle, il rit. Riez, riez, buvez, défoncez-vous. Mourrez si vous voulez, pas moi. Je pars pêcher en Alaska. Salut. Je suis partie. Je vais traverser le grand pays. À New York, j'ai envie de pleurer. Je pleure dans mon café au lait, puis je sors. Il est très tôt encore. Je marche le long de grandes avenues désertes. Le ciel est très haut, très clair entre les tours qui s'élèvent comme des folles. L'air est cru. Des petits stands de caravanes vendent du café et des gâteaux. Assise sur un banc, en face d'un building qui miroite, enflammé par le soleil levant, je vois le grand café insipide avec un muffin énorme, petite éponge douceâtre. Et doucement la joie revient, une légèreté diffuse dans les jambes, le désir de se relever, la curiosité d'aller voir au coin. D'aller voir, au coin de la rue, et puis derrière jusqu'au suivant. Et je me lève et je marche, la ville s'éveille. Les gens paraissent, le vertige commence. Je m'enfonce dans le vertige jusqu'à l'épuisement. Je prends le car. Un car Greyhound avec un lévrier dessus. Je paye $100 pour tracer la route d'un océan à l'autre. On quitte la ville. J'ai acheté des biscuits et des pommes. Enfoncé dans mon siège, je regarde les highways multiples, les flots du périphérique qui se croisent, se séparent, se rejoignent, s'entrecroisent et se perdent. Parce que cela me donne mal au cœur, je mange un biscuit. J'ai un petit sac de l'armée du salut pour tout bagage. Je l'ai brodé et recouvert d'étoffes précieuses avant de partir. On m'a donné un anorak couleur du ciel d'un bleu d'étain. Je le recouds tout au long du voyage. Les plumes volaient autour de moi comme des nuages. Où allez-vous, me demande-t-on? En Alaska. Et pourquoi faire? Je vais pêcher. Vous l'avez déjà fait? Non. Vous connaissez quelqu'un? Non. God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. Merci, je réponds, merci beaucoup. Je suis contente. Je pars pêcher en Alaska. On aurait presque envie que tu nous lises le livre. Lily, elle m'a semblé un peu être une Candide au pays, au grand pays des marins. Elle a ce regard très... Elle connaît pas, alors elle veut vraiment, elle a cette volonté assez étonnante, cette obsession d'aller pêcher. Et elle arrive dans ce monde qu'elle connaît pas du tout. Et elle va aller droit à l'apprentissage, en fait. C'est vraiment... Oui. Est-ce que finalement c'est un peu une sorte de roman d'apprentissage de la vie? Oui, oui, pour moi c'est un roman de l'apprentissage. Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité donc à mettre Lily là-dedans parce que je voulais pas parler. Je me dis, parce qu'on lit bien dans le 4e de couverture que c'est un peu moi, quoi. Alors ça m'embêtait, je me dis quand même, on parle de soi, c'est embêtant. Et puis donc j'essaie de parler, de trouver une histoire, mais sans parler de moi. Et pour finir, je me suis dit, j'ai besoin de cette Lily parce que c'est le petit fil directeur. Et justement, avec son regard de petite française et d'étrangère et un peu candide, ça fait révélateur. Et je me suis rendu compte que c'était important, donc justement, pour parler de tout ce monde et présenter tout cet univers. Oui. Et oui, c'est un apprentissage, oui, et après, dans les autres, viendra l'âge adulte. Pour moi, c'est l'enfance de quelque chose, c'est
même si c'est pas un enfant. Et j'ai pas parlé d'âge dans cette histoire parce que je trouve que ça aurait tout gâché. Je veux dire, quand on part quelque part et qu'on laisse tout derrière, de toute façon, on n'a pas d'âge. Et c'est un monde, justement, l'Alaska, où justement, on n'est pas dans l'apparence. Et donc ça, il ne faut surtout pas déjà mettre des étiquettes. Et je me suis souvent posé la question aussi, je me dis, est-ce que l'apprentissage, quand on est dans ce monde, dans le monde physique et dans ce monde... est-ce qu'il faut toujours que ça passe par le couteau? Est-ce qu'il faut toujours que ça passe par le sang? Et c'est une grosse question que j'avais. Et c'est pour ça que j'ai essayé de parler de ces tueries avec comme qu'elles soient assez violentes et puis que ce soit une question. Le bonheur de découvrir d'embarquer, de découvrir cette vie en mer, cette vie ensemble avec ces hommes, et puis à côté l'autre, la réalité brute et de la pêche. Mais les pêches aux flétans, ça n'a pas changé. C'est toujours ces ventres que l'on pourfend, le crissement là, du couteau lorsqu'il traverse la chair, et tu sens plein les cheveux, plein le visage, et plein sur les lèvres, le goût sur les... Quand on passe sa langue sur les lèvres, qu'on a soif, le goût du sang et du sel. Et dans les profondeurs du Pacifique, il peut devenir absolument énorme. Il peut peser jusqu'à... Nous, on en a pris parfois qui pesaient jusqu'à 200 kilos. Ah oui. Parce que lorsqu'on est matelot, on est payé, matelot pêcheur, on est payé à la part. Donc on participe, on doit payer les frais de gasoil, les frais de nourriture, les frais pour la perte de matériel. Et donc, s'il y a une amende, il faut la participer aussi. Et parfois, il arrive sur certains bateaux, pour certaines pêches, que l'on doive de l'argent au bateau après la pêche, en ayant travaillé comme un malade. Mais parfois, on récupère le matériel. Et parfois, on arrive à le retrouver, oui. Mais et je trouvais ça intéressant quand même qu'on soit d'être payé à la part, parce que ça veut dire qu'on on se risque, quoi. Voilà. Et bien tant pis, on n'est pas payé à l'heure, on n'est pas payé à la... On n'a pas de sécurité. Et d'autant plus, il faut se donner à fond. On fait partie d'un pari. Je parle beaucoup de la vie et de la mort, parce qu'il faut retrouver une vie... Il faut... Beaucoup de ces personnages ont envie d'affronter leur mort, justement pour faire un tout avec leur vie. Et donc c'est violent aussi, c'est un tout. Et le monde de l'océan est violent, avec les éléments, avec le... Et pourquoi... C'est vrai que ce monde est édulcoré, pas envie de le connaître, envie du monde réel, du monde physique, mais le monde physique est cruel, enfin, et pas cruel, et la nature est sauvage. Et les rapports des hommes ne sont pas vraiment violents, hein, ils sont même assez... Ils sont un peu brutaux de temps en temps, mais là, je trouve qu'ils sont sympathiques quand même. C'est la nature, la nature et les rapports qu'on a avec cette nature qui sont extrêmement violents et sanglants. Mais je n'ai pas voulu faire passer le message, hein. C'était une question aussi que j'ai eue. Je ne sais pas beaucoup, je ne sais pas forcément. Il y a un passage là qui est parfait pour illustrer ce propos. Peut-être aussi que je voulais aller me battre pour quelque chose de puissant et beau. Je continue en suivant des yeux l'oiseau, risquer de perdre la vie, mais au moins la trouver avant. Et puis je rêvais d'aller au bout du monde, trouver sa limite là où ça s'arrête. Et après, quand je suis au bout, je saute. Et après je m'envole. Tu t'envoles jamais, tu meurs. Je meurs, c'est d'ailleurs ce qui peut arriver ici, et plus vite que tu ne crois, ce n'est pas un pays facile. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. La mort, ça n'a plus d'importance. C'est aller au bout, aller voir. Peut-être que je saute. On verra. Mais heureusement qu'elle n'y arrive jamais à Point Barrow, parce que c'est le point qui doit... Alors on saute, ou alors ça sera fini, quoi. C'est le point que...
le but qui doit avancer, enfin le point qui doit avancer au fur et à mesure qu'on avance, et qui vous fait... Ou alors on saute et donc voilà, c'est fini. Il faut toujours faire ses preuves. Rien n'est jamais donné comme ça. Et c'est sûr que c'est un travail qui est tellement dur. L'urgence, il y a tellement d'urgence dans ce travail, on ne peut pas y aller en touriste ou pour expérimenter quelque chose. Et donc il faut passer par cette école, c'est un apprentissage, donc on est payé demi-part et puis c'est normal. Et si on est bon, ben, on gagnera plus la prochaine fois. Et si on n'est pas bon, ben, ou si on n'est pas bon, on ne sera pas repris. Ou alors on sera payé une misère parce qu'on trouve vraiment personne d'autre. Et on sera vraiment maltraité. Et est-ce qu'en tant que femme, il faut d'autant plus faire ses preuves ou est-ce que la mère rééquilibre les choses et met à égalité pas trop le sentiment qu'on a quand même. Hein, dans ce monde, on a toujours l'impression qu'en tant que femme, il faut faire plus. Et je pense qu'il faut faire plus jusqu'au moment où on va arriver à montrer aux autres qu'on peut être complémentaire. Parce qu'on n'aura pas la même force physique, évidemment, mais on a une résistance qui est autre. On a une agilité qui peut être très très utile aussi. Et donc, il faut mais c'est vrai qu'au début, on entre... Mais c'est normal quand on entre dans un univers qui n'est pas le vôtre, c'est un univers d'hommes. Et c'est aussi par respect pour ces hommes, parce qu'on parle toujours du respect de la femme, mais ces hommes, ils sont peut-être aussi contents d'être un peu entre eux, là, on leur fiche la paix. Ah, ils peuvent plus pisser tranquillement par-dessus. Oui, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de femmes, parce qu'il y a très peu de femmes. C'est peut-être dérangeant aussi, une femme qui arrive sur le bateau, déjà, ça va leur faire envie peut-être d'un bonheur qu'ils n'ont pas, ou d'une conjointe qui n'ont pas, quoi, qui n'auront peut-être jamais. Donc il faut aussi voir ça. Et puis le travail, il faut que ce soit quelqu'un vraiment qui fasse bien le travail, parce que le travail est tellement dur, autrement c'est eux qui devront le faire, quoi. Et puis aussi pour le danger, ça sera dangereux, quelqu'un qui ne sait pas faire. Donc c'est normal d'être... Et la femme aussi, donc, va devoir ça sera sans doute plus difficile pour elle. Mais après, ça sera une satisfaction encore, bien sûr, bien plus grande. Se dire, j'ai été acceptée, j'ai trouvé ma place, et je suis complémentaire. Je veux dire, on peut faire les choses ensemble, c'est extraordinaire. Mais ça ne peut pas venir tout seul. Hein. Une femme qui pêche va se fatiguer autant qu'un homme, mais il va lui falloir trouver une autre manière de faire ce que les hommes font avec la seule force de leur biscotto, sans forcément réfléchir, tourner ça différemment, faire davantage marcher son cerveau. J'ai toujours dit que les femmes, ça faisait plus marcher leur cerveau. Quand l'homme sera brûlé de fatigue, elle sera encore capable de tenir longtemps et de penser surtout. Bien obligée. Et je peux te dire que j'ai connu de ces femmes, pas plus épaisses que ça, mener tout un équipage de gros durs, des pêcheurs de crabes et à la baguette. Il n'y en avait pas un qui bronchait, d'abord parce qu'elles étaient bonnes, des putains de skippers, et il faut voir comment elles étaient respectées. Ces chargements qu'elles rapportaient, les mecs se seraient battus pour embarquer sur de tels bateaux. Finalement, elles arrivent à faire leur place. Et je sais qu'en France, il y a très peu de femmes pêcheurs, mais en Alaska, il y en a, et il y en a pas mal. Je pense aussi c'est parce que c'est un pays aussi qui est beaucoup plus jeune, et les pionniers sont arrivés au moment de l'arrivée vers l'or. Donc les femmes comme les hommes, ils n'avaient rien à perdre, ils fuyaient la crise de 29, on recommençait tout, et donc ça leur a donné quand même ce passé qui est proche, et les femmes participent aussi bien davantage que chez nous. Et j'ai pêché avec une femme, elle était skipper, elle avait été skipper toute sa vie, et elle m'a raconté qu'au début, elle ne voulait qu'un équipage de femmes. Et puis elle disait, je suis près de la retraite, maintenant j'en ai plus rien à faire. C'est pareil. J'ai prouvé ce que je voulais, j'ai plus rien à prouver. Et il y a des bons partout et des mauvais partout, et c'est ce qui compte. Ça c'est sûr. Alors justement, tu parlais des bars, il y a une partie qui est quand même
très importante dans ce Ouais, livre, c'est le fait d'aller repeindre la ville en rouge, qui a une expression assez magnifique. Oui. Repeindre la ville en rouge, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est aller s'arsouiller, on va dire, même au-delà. Oui, c'est après. Bah d'abord les bars. D'abord quand il y a eu sur le bateau une telle, on a tellement forcé son corps, il y a un tel travail, une telle discipline, parce que la discipline est extrême. Parfois c'est un peu comme l'armée le bateau, et c'est obligé. Il faut que chacun se donne à fond, et puis on n'a pas le droit de. Il faut s'oublier un peu, il faut s'oublier soi-même, quoi. Sa fatigue, sa douleur, ça n'a aucune importance. Mais alors quand on rentre en ville, eh ben, qu'est-ce qu'on a soif. Et puis ces bars, c'est des lumières dans la nuit, là, c'est rouge, et puis c'est chaleureux, puis on va retrouver la famille, parce que la plupart n'ont pas de famille. Et donc il y a d'abord ce bonheur de retrouver les autres, de se donner l'accolade, de se prendre dans les bras, de dire ah, here you go, here you are. Et puis après du premier coup à boire qui est comme une. Lorsque le corps est fatigué, c'est un délassement total, c'est un. Et après cette tension tout d'un coup qu'on peut lâcher, quoi. Donc se lâcher, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça pendant quelques jours, et puis après ça devient terrible après, parce que justement il n'y a plus ce bateau qui vous tient, et donc tout d'un coup on est dans le vide. On est dans... Il n'y a plus rien qui... Et donc on va boire, mais c'est plus pareil, et puis ou les gens vont se droguer, ou prennent du crack, ou peu importe. Parce qu'il faut... C'est le corps qui demande à... Alors, est-ce qu'il demande de l'exercice? Est-ce qu'il demande... Certains diraient que c'est les endomorphines qui réclament, peu importe. Mais il a besoin de brûler. Donc, il va brûler d'une autre manière. Et puis Alors après, les gens demandent qu'à retourner pêcher pour échapper à ça. Et ils retombent dans cette espèce de rythme infernal. Mais en même temps qu'ils aiment, parce que... comme il dit dans le film Tempête de Collardo, j'ai ça dans le sang. La mer quand même, et ce rythme de l'océan, on ne peut pas dire, c'est quand même quelque chose qui vous, pour ceux qui aiment, ça vous appelle, et on a envie de quitter terre pour se retrouver dans ce grand souffle, et puis repartir, se battre d'abord contre soi-même, contre sa fatigue, et puis à la rencontre des éléments, là, puis le bruit, là, le son là, de la vague, toujours qui vous... Au bout de quelques jours, ça vous nettoie tout, ça vous vide. Alors peut-être le travail autant, cet épuisement du corps, mais c'est un tout. Et puis c'est vrai, ça devient une drogue. Alors il y a les drogues à terre, et puis il y a la drogue de repartir pêcher. Alors je sais que quelqu'un avait critiqué le livre et avait dit cette femme a un problème. Alors j'ai dit, mais bien sûr, cette femme a un problème, puis ils ont tous un problème. Ils sont tous dans l'addiction, une addiction totale entre l'un et l'autre. Mais bon, et puis j'ai pas dit que c'était bien, mais c'est juste, c'est comme ça. Et puis je trouvais que c'était bien de trouver qu'il y ait du long, qu'il y ait du bref, qu'il y ait du que ça fasse comme une musique. De temps en temps ça claque, et puis tout d'un coup, un peu changer, puis mais je peux pas vraiment expliquer. Mais par contre, ce que je peux dire, bon, j'ai déjà dit à d'autres personnes, mais il m'est arrivé certains matins de me réveiller, très tôt, à 5 h du matin, j'ai dit, oh, j'ai trouvé une pêche de scène au flétan, là, fantastique, là j'ai les mots. Alors, je l'écrivais, c'était extrêmement lyrique, les spasmes des flétans jonchés sous la lune. Et puis après, je m'enregistrais, j'ai dit, c'est magnifique. J'allais prendre mes petits ricorés, puis fumer des cigarettes, et après je m'écoutais, je me disais, je crois que ça va pas très bien. Et un peu plus tard, j'étais tombée dans le lyrisme absolument total, mais dans la musique, quoi. Et que c'était... Alors après, je ne savais pas que faire de ces textes, je les reprenais plus tard, et j'ai dit, bon, on va beaucoup couper. Mais c'est vrai, de temps en temps, j'étais comme... Mais c'est marrant, c'est amusant, ce sont des choses, c'est pas forcément réfléchi. Et tout d'un coup, si l'écriture, non, ça doit être comme ça, tac, 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 tout d'un coup. Puis, et tout d'un coup, on se dit, ah, je crois que là, ça fonctionne. Mais... Pour moi, on rentre complètement dans votre monde, quoi. C'est ça que j'appelle de la fascination aussi. Alors, à la fois, on peut voir aussi, mais on peut sentir. C'est ça qui est très troublant. D'être happé par un livre comme ça, tout de suite,
Alors que moi, c'était improbable que je sois intéressée par la pêche, quoi. Alors Geneviève, je veux pas te lancer dans la pêche. Et alors, je voulais juste revenir sur l'expression peindre la ville en rouge. C'est une expression. Moi, j'imaginais vraiment vomir. Ah oui, c'est ce qu'on Ah, moi, c'était plutôt mettre le feu. Non, moi, je voyais vomir. Il parle du sang comme le sang. Rendre des choses sanglantes comme lorsqu'on pêche et je sais pas. Mais cette couleur rouge, c'est la couleur du feu et du sang et du. Et quand on a vu les yeux sont injectés de sang aussi. Ouais, couleur de la vie. Est-ce que vous allez vous consacrer uniquement à l'écriture ou est-ce que vous allez continuer Je veux continuer à travailler parce que si je travaille pas, je vais être perdue parce que déjà quand je devais écrire, là, des fois je peux. Oui, mais des fois, j'ai besoin de dépenser physiquement. Alors des fois, je me mettais à pleurer là devant l'ordi. Je dis mais j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie d'aller dehors. Et je disais non, tu vas pas, tu finis ça, tu iras ce soir. Et tout d'un coup, je sortais comme une folle. J'allais casser du bois ou j'allais retourner le jardin. Et puis après, je pouvais revenir. Mais ce corps, quand même, il a toujours travaillé physiquement. Il a couru. Je peux pas tout d'un coup lui dire bon bah je veux que ça reste. Je veux parler du physique toujours, de ce monde physique. Donc si je le ressens plus, ce serait pas pareil. Je peux pas vivre que sur des souvenirs d'eux.